Bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être avec nous en grand nombre. Alors aujourd'hui, le sable polymère pour les nuls. Mais bien évidemment, Robert, on ne vous prend pas, mes chers amis, pour des nuls, mais c'est plutôt pour vous rappeler qu'on va faire un survol de quoi faire, de quoi pas faire, et peut-être certaines petites choses à faire attention pour s'assurer que vous allez avoir un excellent succès avec nos sables polymères. Donc, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, mon nom est Luc Deschenaux, directeur des ventes pour le Québec et les Maritimes. Et avec moi aujourd'hui, mon ami Robert. Oui, Robert Cadieux, directeur du marketing Oui, exact. pour Alliance, que ce soit pour le Canada, les États-Unis ou même l'Europe. Exact. Donc, on va y aller aujourd'hui avec ça. Donc, on va commencer aujourd'hui avec la révision du où, quand, comment, pourquoi des sables polymères. Oui. Luc, tu as sûrement reçu, ben pas t'as sûrement reçu, tu as reçu, parce on a une copie du texto, là. Ouais. Tu as reçu un texto qui disait: Salut Luc, les sables polymères que j'ai installés la semaine dernière ne fonctionnent pas bien. Je pense que j'ai eu une mauvaise batch. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Oui, exactement. Donc, c'est souvent une réponse qui est peut-être facile pour vous, entrepreneurs, de nous envoyer. L'important, c'est que ce qu'on veut faire, c'est dès qu'on reçoit ce type de message, c'est d'établir ce qui n'a pas fonctionné. Donc, bien évidemment, ça va être de vous rappeler le plus vite possible, de prendre rendez-vous avec vous et de trouver la solution pour régler le problème en question. Encore une fois, on vous demande toujours d'être franc avec nous, que ce soit moi ou Jonathan. Dites-nous la vérité, c'est pas grave s'il y a des choses que vous n'auriez pas fait correct, mais c'est important de nous le dire. Comme ça, on trouve la solution le plus rapidement possible et on s'assure que la situation ne se répète pas. Effectivement. Mais par contre, on a utilisé le mot batch. OK? Oui. Là, j'aimerais justement établir avec les participants là, qu'est-ce que c'est qu'une batch? Oui. Qu'est-ce qu'un lot? Donc, quelle Un lot, quantité là, on fait à chaque fois? c'est ça. Combien de sacs on peut avoir justement dans un lot? C'est-tu des palettes ou des sacs? Ben, exactement. Donc, qu'est-ce que vous pensez que représente un lot pour nous? Donc, on a 4 choix. Donc, une palette, 5 palettes, 10 palettes ou 15 palettes. Donc, prenez en considération que 15 palettes, on parle de pratiquement le 3/4 d'un voyage là, au Québec. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il y en est d'un lot pour Alliance au niveau de la production des sables polymères? Donc, on peut peut-être faire une petite analogie simple et peut-être rigolote. Rigolote, hein? Donc, quand on achète du lait, ben, à 99 du temps, le lait va être bon, pas de problème, tout est sous contrôle, mais ça peut arriver, comme dans ma vie, peut-être c'est arrivé une fois, qu'on se retrouve avec du lait caillé. Donc, c'est la même chose sensiblement pour le sable polymère. Donc, à 99 du temps, le sable est bon. Alors, on peut peut-être y aller à vérifier quelle est la quantité que les gens pensent. Les gens Donc, pensent justement 15 palettes. 15 palettes. Donc, quand même une bonne quantité de sable, mais la vérité, c'est. La vérité, c'est une palette et demie. C'est ça qui est un lot. Ça représente tout simplement une palette et demie. Donc, pour chacune des palettes, palette et demie, OK, nous produisons justement par lot. On s'assure par contre d'un contrôle de qualité. Qualité, mais et en plus de ça, très serré. Je ne veux pas dire la perfection, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais du moins, on s'assure justement des mesures qui vont être très strictes. Ouais. Il y a un échantillonnage qui est fait, qui est retiré de chacune des palettes et demie pour être testé, et puis afin d'assurer justement la consistance de qualité, avant même qu'il soit mis en palette, entreposé et même vendu, là. Exact. Donc, on a une petite vidéo ici à vous montrer quel genre de test on peut faire en laboratoire. Donc, on vérifie la granulométrie, donc la grosseur des grains, et on fait des tests pour vérifier la résistance à la compression, à la tension, l'abrasion, et aussi on vérifie la flexibilité La du produit. flexibilité, oui, parce que la flexibilité, pour nous, c'est un gros morceau, là. Et Exact. puis, naturellement, tous les matériaux sont expédiés pour répondre justement à vos besoins et même plus, là. Ouais. OK? Fait que ces palettes, naturellement, vont être emballées, right? Exact. Ça fait que l'emballage, par contre, on y va pas de main morte. Non, non, OK? non, on fait ça sérieusement. On met un sac de polythène, on vient entourer tout ça, on rajoute un deuxième sac, et puis encore une fois, on vient emballer le tout.
OK? Oui, exact. Et tout ça, dans le but, il y a un exercice pourquoi qu'on fait ça comme ça. C'est pour s'assurer justement qu'il va pouvoir rencontrer toutes les intempéries possibles, là. Que ce soit la pluie, la neige, le soleil, etc., là. On veut s'assurer justement que qu'est-ce que vous allez recevoir va être numéro un. Exact. Donc, tous nos produits sont entreposés à l'extérieur depuis toujours. On est en 21e année et c'est pas peu dire. Donc, on a des sacs de qualité et on veut s'assurer que l'emballage va résister dans le temps. Donc, parce que le produit va être transporté à partir de notre usine Mhm. vers les centres de distribution et finalement jusqu'à vous, là, entrepreneurs, sur vos chantiers. Donc, on veut s'assurer le plus possible que la qualité va être linéaire et sans faille. Effectivement. Qu'elle soit, qu'elle soit justement linéaire et sans faille. Par contre, ça peut arriver, comme on a vu, Oui, des boules de sable qui étaient déjà poignées dans le sac. oui, en bon québécois, exactement. Donc, ce qu'on fait avec ça, ce qu'on vous demande, c'est s'il vous plaît, n'utilisez pas ces sacs-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a probablement de l'humidité ou de l'eau simplement qui a pénétré. Donc, ça a activé une partie du produit. Donc, s'il vous plaît, mettez-les de côté, ramenez-les chez votre détaillant. Vous pouvez aussi nous appeler en même temps, soit moi ou Jonathan, pour nous faire part de ce qui se passe en ce moment. Mais bien important de les mettre de côté. C'est ça, effectivement. Fait que nous voulons justement nous assurer du contrôle de qualité, right? Oui, exact. Donc, on veut la meilleure qualité sur le marché. Donc, c'est sûr que vous êtes l'utilisateur sur le terrain, donc avec la chaîne de transport. Donc, c'est bien important de ne pas utiliser ce genre de produit. Nous produisons justement tous les types de sable polymérique, là. Oui, Nous assurons aussi d'avoir la qualité, qui est la première chose. Alliance, la qualité, c'est notre devise. exact. OK? Donc, c'est avec ça qu'on vit. Et puis, on veut aussi s'assurer que le tout performe très bien, Luc. Oui, Donc, exact. qu'est-ce Donc, que les tu as à sables dire là-dessus? polymères, dans le fond, sont conçus pour réduire, comme vous le savez, la possibilité de mauvaises herbes, limiter le fait que les fourmis, nos amis, se fassent des petites autoroutes et même contre l'érosion. Par contre, un point important, c'est que ce n'est pas un mortier, ce n'est pas du ciment, donc c'est pas dur comme de la roche en tout temps. C'est qu'est-ce qu'on entend souvent, là. Tu sais, ton joint, il n'est pas dur comme du béton. Oui, effectivement, il n'est pas dur comme du béton, c'est pas ça. Non, exact. Donc, il faut comprendre que le sable, lorsqu'il est sec, va durcir, puis lorsqu'il est mouillé, va se ramollir. Mhm. Effectivement. Le- Les échantillons qui étaient très rigides et que maintenant Oui, on peut manipuler, il est très je pense qu'on a flexible. un ici. Et puis justement, j'ai ici, on va le présenter à l'écran d'ailleurs, là. J'ai un joint ici là, qui a été détrempé, on l'a fait exprès, OK, pour le montrer et puis démontrer justement la flexibilité là, du sable. Puis il y a une raison simple à ça, c'est que justement, on veut s'assurer que la flexibilité soit là. Et Exact. Donc, pourquoi la flexibilité, Luc? ouais, c'est quelque chose qu'on voit là, c'est énorme comme flexibilité. C'est ce qu'on voit à l'automne pour printemps. Euh, ben, le fait est simple, c'est que les pavés risquent de bouger. Mhm. Donc, que ce soit dû aux températures de l'hiver. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas eu un gros Une hiver grosse cette vague cette année, année. donc Par moins de contre, neige. par contre, bon, on a eu beaucoup de gel. Oui, énormément de cycles gel-dégel parce que la neige n'était pas au rendez-vous pour l'isolation. Puis, dans certains cas, exemple, une entrée, bien, il y a beaucoup de torsion qui est provoquée ou beaucoup de force qui est demandée au sable versus lorsqu'on rentre avec les véhicules. Donc, des mouvements possibles. Donc, la flexibilité vient vraiment jouer un rôle très important ici et c'est ce qui va faire en sorte que votre sable polymère va durer le plus longtemps possible. Nous avons également des problèmes si la profondeur du joint, par contre, est trop mince. Et ouais, si le sable est trop mince, on a un problème, effectivement. Parce que qu'est-ce qui est recommandé, naturellement, c'est une croûte qui va avoir un minimum d'un pouce à un pouce et demi d'épaisseur. Exactement. Donc, typiquement, on ne verra pas une couche de sable qui va être dure de haut en bas. Par contre, comme on voit à l'écran, si jamais vous obtenez une croûte très mince comme celle-ci, bien, on a un problème. En général, c'est causé soit par le fait qu'on a énormément d'humidité au sol ou qu'il y a eu un problème avec l'installation. Donc, L'installation, la vous compaction. avez suivi les mauvaises instructions ou pas bien faites là, C'est ça. au niveau de l'arrosage. Donc,
Pour en parler, on pourra, excusez-moi, en parler de l'application dans un instant, mais d'abord, avant tout, on veut justement vous montrer la croûte mince, mais je pense qu'il vient de vous le démontrer là. Mais par contre, j'aimerais qu'on puisse parler de qu'est-ce qui devrait être. Oui, exactement. Ceci? Vous devriez plutôt obtenir ceci, donc une couche supérieure là, d'1 pouce à 1 pouce et demi d'épaisseur. Donc, on parle pratiquement la moitié quand on parle d'un pavé de 60 mm. Et c'est ce qui va faire en sorte que votre sable polymère va bien perdurer dans le temps. Chose importante aussi, le sable polymère, comme on l'a dit, va avoir plusieurs cycles de mouillé à sec à faire. Donc, c'est important de bien l'activer. Mais je veux juste dire quand même là, ce que je veux que les gens comprennent. 1 pouce et demi qui va durcir ici. Naturellement, si c'est un pavé de 60 mm, tu vas avoir encore un autre pouce en dessous qui ne Oui. sera pas nécessairement activé. Mais il va être activé, mais en fait, il sert de support de plus. support Exactement. pour le duo. Là. Exact. Okay? Donc, on a une image ici, justement, qui va nous démontrer à l'écran là, les différents cycles. Fait qu'après une installation, il deviendra sec et puis il va durcir. Et puis, lorsqu'on aura une pluie, il va s'arroser, naturellement. Et puis, ou même en hiver, ça va être la même chose. Et puis, il va ramollir. C'est un cycle qui est naturel directement avec le sable polymère. Et si nous avons des mouvements de gel-dégel, bien, il va s'auto-réparer parce que si on a une craque et puis que le sable est détrempé, bien, il va se recoller un sur l'autre et puis il va sécher, durcir. Et puis, venu le beau temps, bien, on recommence le cycle. OK? Fait que c'est ça qui est important à savoir, c'est les cycles qu'on a. Et puis, ces cycles-là vont se répéter 1 million de fois, là. On n'a pas à avoir peur, ça va être 1 million de fois, easy, que les cycles vont être. Puis ça va être, encore une fois, il va demeurer, par contre, si ça demeure détrempé en tout temps, bien Ouais. là, on a un problème. Absolument. C'est pas ça qu'on veut. Non, c'est pas ça qu'on veut parce que c'est un peu comme un champ de maïs, là. Si vous avez un champ de maïs et puis qui est détrempé en tout temps, ben, la récolte ne sera pas trop forte, là. OK? Exact. Donc, il faut s'assurer justement que les sables polymères fassent le cycle de mouiller à sec en tout temps. Exactement. Donc, c'est ce qui se passe sur vos projets. Donc, il est essentiel aussi, pour éviter ça, d'assurer d'avoir un écoulement des eaux de surface afin de ne pas avoir des zones là, qui sont toujours détrempées parce que, bien évidemment, c'est toujours le sable qui paye le prix. Donc, vous avez une défaillance au niveau du sable polymère. Mais quelles seront les conséquences, si tu veux, là, si on a un beau trou là, dans lequel l'eau s'est toute accumulée, l'eau est stagnante? Oui, bien, on a une petite image ici qu'on peut vous montrer. Par exemple, si vous faites une excavation, puis qu'on ne prend pas en charge la possibilité des pluies, bien, on se ramasse avec une piscine. Donc, on le voit quand même assez régulièrement. On a une autre image qu'on peut vous montrer aussi. Même chose est faite pour ce type de trottoir qui a été creusé. Donc, puis pendant la nuit, bon, il y a eu une grosse pluie. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Bien, oui, il y a une bonne excavation, mais on n'était pas rendu à l'étape de prendre en considération les eaux potentielles de l'environnement, de mère nature, là. Alors, il faut toujours être à l'affût de ça. Il faut toujours être à l'affût, effectivement. Et puis, c'est une bonne solution car il faut y remédier avant même de remplir cette excavation de pierre. Ne pas oublier que l'eau, c'est votre pire ennemi. En aménagement paysager, l'eau, c'est votre pire ennemi. Donc, également, il faut différents facteurs qui vont produire justement ces résultats-là. Exemple, un sol qui est argileux, comme on a ici au Québec, on en a en masse. C'est tout le long du Richelieu ou même tout le long du fleuve Saint-Laurent. C'est réellement des sols argileux. Donc, il faut s'assurer encore une fois que la géotextile, ce soit une géotextile qui soit appropriée au type de sol qu'on a. Oui, un autre point important à faire attention. Donc, on a différents types de géotextiles pour notre part. Donc, on a le GF5, qui est un géotextile tissé, et du géotextile 4.4, ici, non tissé. Donc, oui, le tissé va être plus fort, mais pas nécessairement applicable dans tous les projets. Il faut faire attention à ça. Donc, pour s'assurer d'avoir le bon choix du géotextile. Effectivement. Donc, le géotextile nous permettra justement de voir très peu de perméabilité. Là, on va parler ici du GF5. Ouais. OK?
et nous devrons avoir une sortie, une canalisation pour les eaux qui vont être accumulées. Voyons ici l'aspect tissé du plastique, là. Donc, c'est réellement celle-ci. OK? Oui, exact. Donc, qui même étant extrêmement résistant dans les tensions, soit de haut en bas ou de côté, va laisser passer très peu d'eau. Voyons maintenant, si tu veux, l'anneau tissé, qui, elle, est un aspect feutré. C'est Ouais. exactement la même chose. C'est pas la Ce même qu'on chose. est plus habitué de voir là, sur les C'est ça. chantiers. Qu'on est plus habitué de voir. Et puis, celle-ci va nous permettre justement une bonne évacuation. Je pense qu'on a. Oui, on peut faire un petit test bien simple. Là, si on verse de l'eau sur le tissé, Oups. là, je l'ai mis pas mal trop. Mais on voit que l'égouttement est vraiment très lent. Donc, goutte à goutte, ça se fait, mais c'est très lent. Bon, certains vont nous dire quand il y a de la pierre par-dessus, l'eau finit par y aller. Puis Oui, même si mais je la ça force. reste quand même très, très lent. Même si je la force, là, c'est à peine s'il descend de l'eau. Oui, c'est le poids qui fait en sorte que l'eau va finir par y aller, mais c'est quand même très lent. Alors que si on y va ici avec, voyons, ça coule trop, je pense que Et voilà. là, ça y va. Ça y va instantanément. Alors, la différence de drainage, ici, on parle de plus ou moins 5 gallons à la minute. C'est ça. Alors que notre GF 4.4, c'est ici, 135 gallons à la minute. 135 gallons à la minute, donc c'est beaucoup plus. Fais juste le mettre encore, s'il vous plaît. Juste pour montrer là, que ça fait un job. Oui, on a mis un petit peu plus d'eau dans notre truc. Ouais, c'est Alors, direct. c'est vraiment instantané. C'est direct, là. Donc, l'application, les applications sont importantes, OK? Et puis, il faut s'assurer, justement, de choisir la bonne géotextile pour le bon produit, là, OK? Donc, on a une image ici, encore une fois, à l'écran, là. Comme présenté à l'écran, là. Nous devons nous assurer, justement, d'une bonne évacuation de l'eau, OK? Et s'assurer que celle-ci, justement, restera dans votre excavation, OK? Même si nous avions fait une base hybride, exemple, qui devrait être perméable, et que nous avons le mauvais géotextile, ben, tout ça, d'ailleurs, on va en discuter jeudi. Je ne voudrais pas me vendre le punch, là, mais tout ça, on va en discuter jeudi, justement, plus en profondeur. La popularité des bases hybrides explose-t-elle, Ouais. vrai ou faux? Donc, OK? l'utilisation de la pierre nette pour vos constructions, donc c'est de plus en plus en vogue. Oui, et puis on va vous expliquer de long en large, justement, tout ce qu'il y en est des géotextiles. Donc, encore une fois, gardez en tête qu'il faut absolument penser à l'évacuation de l'eau. Donc, assurez-vous d'avoir, selon les situations, un tuyau d'évacuation d'eau. Ce qui va assurer le pavé va risquer d'avoir moins ou peut-être même pas d'efflorescence et un sable polymère, bien évidemment, qui va perdurer dans le temps. Et le plus important, vous aurez un client qui va être satisfait. J'aimerais savoir, Esther, maintenant, pour le lit de sable, là. Le lit de pose. Ben, le lit de pose. Pas le lit de sable, le lit de pose. Quel genre de lit de pose que vous utilisez? Exactement. Quel genre de lit de pose vous utilisez? Normalement, qu'est-ce qui est réellement recommandé? C'est le sable C33. Donc, c'est un sable qui est plutôt grossier, qui va permettre justement la percolation de l'eau qui va descendre directement dans votre sous-sol. OK? Exact. Nous avons aussi, justement, la poussière de pierre, s'il vous plaît. Évitez ça. N'utilisez pas ça. Parce que la poussière de pierre, c'est une éponge. Elle va juste retenir l'eau, puis on va le voir ça un peu plus loin là, dans une petite vidéo. Et de plus, la pierre nette, la numéro 9, OK? Si tu veux juste revenir, Tim. La numéro 9 ou la 3,8 1/4, qui est facile à épandre et puis justement qui va nous donner une bonne filtration pour l'eau. Ouais. Selon l'audience, justement. En général, les études qu'on a faites les dernières années, c'est ça. qu'est-ce que vous utilisez là, en quantité? Il y avait 20 20 c'est vous utilisez du sable. OK? Ouais. Il y a encore 40 des gens qui vont utiliser la poussière de pierre. S'il vous plaît. C'est non recommandé. C'est pas recommandable, mais pas du tout. Et puis, par contre, avec le sondage qu'on a eu, lorsqu'on leur parlait de la pierre nette, là, on a eu un 40 qui nous disait que, sais-tu quoi, la pierre nette, je pense que ça va faire le job, hein? Absolument. Puis, effectivement, c'est beaucoup plus facile à travailler, c'est beaucoup plus agréable. À travailler.
Donc, on a la petite vidéo, excusez-nous, là, qui a été mise un petit peu d'avance, mais ce qu'on peut voir, puis ce qu'on veut vous montrer, regardez, là, en haut à gauche, c'est la poussière de pierre comme lit de pose. Donc, vous voyez que la pénétration de l'eau est très lente, mais aussi, il y a de l'accumulation qui se fait pratiquement instantanément entre le pavé et le lit de pose. Pour ce qui est du sable, bien, la percolation se fait quand même bien. Il n'y a pas vraiment d'accumulation. Et, chose qui n'est pas surprenante, au niveau de la pierre nette, c'est instantané. L'eau descend aussitôt qu'elle rentre dans le système. Donc, très différent. Donc, les deux derniers, c'est vraiment ce qu'on veut. On ne veut pas que l'eau stagne en dessus des pavés. Naturellement, il va falloir, encore une fois, s'assurer d'utiliser la bonne géotextile Oui. selon l'application. OK? On a fait un petit concept là, de style un pavé, un patio, c'est-à-dire de 500 pieds carrés. Oui. Et puis, on voit... Ça arrive qu'on voit, oui. On voit de temps en temps, là, justement, on arrive sur un projet. Il y a des places que les joints sont encore tout trempes et puis la balance est sec partout. Exact. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? OK? Qu'est-ce qui se passe? Bien, on va y aller avec une première image. OK? Et puis, des fois, justement, ça va être tout simplement un affaissement du pavé qui fait que l'eau se ramasse là. Et puis, naturellement, ça nous donne justement l'effet, lorsque l'eau s'est évaporée, les joints sont encore tout trempés. Oui, donc c'est la constatation la plus facile, si on peut dire, des deux Ouais. qu'on a à vous montrer. Oui, ça, c'est la façon la plus rapide. On a également une autre image, OK, qui nous montre justement, ici, on semble avoir le projet parfait. C'est-à-dire qu'on a une bonne pente, Ouais. on a des pavés qui sont tous de niveau, on a un beau lit de sable bien droit, on a une fondation en 0,3 qui semble parfaite. À première vue, À tout première semble vue. être OK jusque-là. Mais par contre, hop, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il va se ramasser avec un petit peu d'eau dans la base. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Ici, ça peut être soit qu'on a mal égalisé notre pierre de fondation. où la sous-fondation était, il y avait un affaissement. Exactement. OK? Et puis là, ça a fait une canalisation où les eaux se ramassent. Donc, qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là? C'est que naturellement, la partie qui est contaminée, l'eau se ramasse là. Et puis l'eau veut se dégager de là, elle. Fait que donc, il va y avoir une évaporation qui va se faire. Ouais, Fait exact. que si l'évaporation se fait, elle va monter directement dans votre lit de sable. Et puis momentanément, elle va venir affecter les joints. OK? On va les Parce que rendre humides. l'eau, il faut qu'elle sorte. L'eau, il faut qu'elle sorte. Ça va se faire par capillarité. C'est ça. Donc, l'eau va remonter à la surface, puis ça va vous donner des joints qui vont être humides encore une fois. Donc, assurez-vous justement que votre fondation soit toujours le miroir Oui, du projet fini. exactement. Puis, quelles sont les conséquences justement d'avoir des joints mouillés, Luc? Bien, on va avoir quelle résultante? Bien, on risque fort probablement d'avoir de la mousse, de la moisissure, donc qui va se mettre à apparaître. Bien évidemment, c'est comme dans une forêt. Qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de mousse, il y a énormément de moisissure. C'est ce qui va empêcher le sable de faire ses cycles, comme on a parlé au début, donc d'être dur et mouillé. Et ça peut causer un problème. Ben, par contre, je pense que c'est un petit truc à nous proposer. Oui, absolument. Donc, je pense que j'avais sorti celui-là un peu d'avance, mais un petit truc de grand-mère, comme on pourrait dire. Donc, la solution traitement à choc pour piscine, ça peut être une solution pour régler la situation assez rapidement. Donc, 1 livre de produit que vous mélangez dans 5 gallons d'eau et vous allez pouvoir utiliser ça. Ouais, traitez votre surface pavée. Là. Exact. Donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer de bien mouiller autant le gazon, les plantations autour. Puis ensuite de ça, vous pouvez déverser votre mélange. Ça peut aussi vous servir au niveau des taches de feuilles, soit à l'automne ou au printemps. Donc, c'est une solution qui est quand même très rapide. Puis, ça va permettre au sable, enfin, après, de pouvoir refaire ses cycles. Bien évidemment, il ne faut pas attendre d'avoir de la mousse d'un pouce d'épais, parce que là, tout ce procédé-là d'enracinement va avoir détruit votre première couche de sable. Donc, si c'est
le cas, bien là, c'est plutôt que vous avez à changer votre sable. Effectivement. Mais si c'est simplement un peu que vous voyez de la noircissure, Du moment où de la vous voyez, verdure, du moment où ce que tu vois de la noircissure ou un début de lichen ou de mousse qui commence à pousser, là, ouais, c'est là qu'il faut traiter. Donc, c'est là c'est qu'il faut sûr que c'est traiter. des choses qui peuvent arriver dans les zones où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'ensoleillement, les maisons sont hautes, les haies de cèdre, les arbres. Ils sont Donc, toujours à l'ombre, faites attention à ça. Ouais. des pavés qui sont toujours à l'ombre. C'est des choses qui vont arriver de façon régulière. Donc, qu'est-ce que nous devons faire ici ou de retenir sur ce projet-là? C'est de s'assurer de toujours bien adresser où seront les possibilités d'accumulation d'eau, d'humidité, et de s'assurer d'y remédier tout de suite, là. OK? Euh, naturellement, vous avez fait la job, vous n'êtes plus là, mais si votre client vous rappelle, puis qui semble dire Hey, ben là, c'est le temps de réagir maintenant. Ouais. Et naturellement, il faut s'assurer d'avoir, encore une fois, un bon drainage, excuse-moi, Ouais. un bon drainage, la percolation des sols, que ce soit par courant d'air, ça soit par l'exposition du soleil, que ce soit par s'assurer d'avoir les bonnes pentes, d'avoir le bon lit de pose, d'avoir la bonne fondation. Tout ça, justement, va assurer que le sable polymère va pouvoir faire ses cycles naturels, là. Exact. Donc, question justement par rapport au traitement choc, là. Est-ce que ça va affecter les pavés, par exemple, ton histoire, là? Non, pas vraiment. C'est un mélange qui affectera en aucun temps vos pavés. Par contre, chose à faire attention, c'est juste vous assurer de retirer le mobilier, qu'il n'y ait pas de coussin, qu'il n'y ait pas de tissu comme les parasols. On parle d'une solution qui est javelisante, donc ça pourrait endommager ceux-ci. Donc, l'important, c'est de s'assurer qu'il n'y a rien aux alentours. Retournons, si tu veux bien, là. C'est vrai. Je pense qu'on a un petit guide de Ouais, j'avais oublié comment installer le sable. comment installer ça. J'avais oublié de sortir mon guide tantôt. Un beau guide ici. OK? Comment installer le sable polymère. Comment travailler avec le pole shock. Comment. Je pense que là, ça, c'est un petit peu trop volumineux pour qu'est-ce qu'on a à faire. OK? Donc, on va Je pense qu'on va s'assurer. oublier ça. Ouais, on va s'assurer de mettre ça de côté pour l'instant. OK? On devrait passer justement aux étapes d'installation, les vraies étapes d'installation, là. Oui, exact. Donc, on peut réviser les 4 étapes d'installation. Donc, il faut comprendre que ce qui prônait il y a peut-être 4-5 ans n'est plus nécessairement applicable aujourd'hui. Non. Donc, les produits ont évolué au cours des années, comme le G2, par exemple, qui a un seul arrosage, et la première génération de sable qu'on a toujours sur le marché, qui se fait par contre en 3 arrosages. 3 arrosages. Donc, c'est bien important que vous assuriez d'avoir toujours les bonnes instructions avec le produit que vous avez en main. Effectivement, effectivement. Donc, on va vous présenter une autre image justement sur l'ensemble des sables offerts par Alliance. Donc, que ce soit pour les G2, que ce soit avec le Ultra ou le Flexloxane. Et puis la même chose est vraie pour le G2 Ultra ou le G2 Flexloxane. L'idée, c'est d'y aller par catégorie de sable. Donc, les G2 ont une méthode d'installation. La première génération a une façon d'installation à 3 arrosages, exact. La poussière de pierre polymérique, c'est un autre type d'arrosage. C'est ça. L'Eurostone, qui est un sable pour pierre naturelle, donc a sa façon d'installation aussi en 3 étapes. Et le nitro là, que vous avez vu apparaître là, dans les dernières années. Donc, c'est vraiment pas les mêmes étapes d'installation. Donc, bien important d'avoir les bonnes en main pour s'assurer que vous allez avoir un bon résultat. Donc, pour ce qui est du polymère, si on revient à le produit qu'on parle aujourd'hui, donc la première chose, c'est quoi avant d'aller à l'installation? C'est de s'assurer d'avoir un environnement qui est sec, donc un espace qui est sec. Donc, autant votre surface que vos joints, c'est très important, mais aussi le lit de pose. La rosée du matin qui peut être possible. À l'automne, elle est très forte, donc ça fait en sorte qu'il faut décaler notre installation. Mais s'il y a de l'humidité, vous le savez, évidemment, on active le sable polymère avec de l'eau, donc cette humidité ne doit pas être présente. S'il y en a sur la surface ou dans les joints, mais le sable va coller aussitôt que vous allez le mettre au sol.
S'il y a de l'humidité dans votre lit de pause, bien là, ce qui va arriver, c'est que la minute que vous allez avoir le sable jusque dans le fond, l'eau va vouloir immédiatement remonter en surface. Puis là, bien, vous provoquez ou courez après le trouble. Oui, non, effectivement, c'est... Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est bien important de faire attention à ça. Je sais que souvent, ça arrive en début d'année ou fin d'année. Vous êtes pressé de fermer les chantiers, mais ça vous cause plus de problèmes que d'autres choses. Donc, faites attention à ça. Donc, on a une petite vidéo ici là, qui va nous présenter justement l'application du sable. Donc, on voit très bien, on vide le sac. Oui, effectivement, on peut commencer à passer le balai, mais passer le balai idéalement dans un angle de 45 degrés, de façon à pouvoir mieux remplir vos joints versus, exemple, linéaire comme ça ici, là. Idéalement, c'est en 45 degrés. C'est idéal pour... ça remplit mieux les joints. Remplit beaucoup plus les joints, oui. Exact. Donc, c'est aussi acceptable, comme on a vu sur la fin du vidéo, de laisser du sable sur vos surfaces. Par contre, si jamais vous avez des pavés genre wetcast ou des pavés qui ont été pré-scellés en usine, donc des finis ou des pavés qui risquent d'être plus dispendieux, à ce moment-là, je vous conseillerais peut-être d'enlever l'excédent en surface, les mettre le plus propre. Vous pouvez laisser vos joints pleins, mais l'important, c'est de enlever le gros de la surface avant d'aller à la compaction. C'est ça, parce que la compaction, naturellement, c'est une des parties les plus importantes parce qu'il faut s'assurer de soit consolider, compacter et consolider vos joints. Donc, la plaque vibrante, ça soit une plaque vibrante avec... Traditionnelle. Traditionnelle, oui, effectivement. Ou une plaque vibrante à rouleau. C'est parfait. Parce que, justement, comme je viens de le dire, c'est crucial. Il faut s'assurer, justement, c'est une étape très importante. De bien consolider toutes les sables dans votre joint. OK? Si vous ne possédez pas d'un rouleau compacteur pour pavé ou dalle ou tuile de porcelaine même, utilisez un maillet. Oui, pour les petits endroits, vous pouvez utiliser le maillet ou le pilon à compaction. C'est ça, spécialement dans les endroits serrés, là. Oui. Mais en général, vous avez tous soit une plaque ou avec un coussin en dessous. Mais c'est très, très, très important comme étape. Même si vos manufacturiers de pavés disent non, passez pas la plaque, passez pas il faut le faire. Il faut absolument trouver une façon de le faire. Oui, exact. Et puis, naturellement, comme vous compactez votre base d'agrégat, c'est le même principe, là. C'est de consolider le tout. C'est le même principe ici, encore une fois, avec le sable polymère, c'est qu'on veut consolider toutes les particules de sable directement dans votre joint. Oui, exact. Donc, lorsqu'on balaye notre sable dans les joints simplement, bon, présumons ici, là, avec notre petit module, les carrés de bois sont les grains de sable. Donc, si on fait seulement le balayer, bien, on a beaucoup d'espace vide. Donc, si on activerait ceci, bien, on n'aurait pas une bonne liaison à chacune d'elles. Alors, ce qu'on veut, c'est plutôt bien compacter le tout et s'assurer que le sable est dense. Et c'est ce qui va faire en sorte que lorsque vous allez arriver à l'arrosage, bien, vous allez avoir un produit qui va bien performer dans le temps. Les polymères, justement, vont tout venir enrober et puis coller le tout ensemble. Là. Exactement, exactement. Donc, on veut un joint dense, d'où la compaction très, très, très importante. Donc, on a une petite vidéo ici qui vous montre la compaction. Donc, c'est sûr qu'ici, on a un tube d'environ 1 pied, mais vous voyez avec une simple vibration, là, ça descend de 2 pouces, donc c'est quand même énorme. Alors, pensez que si vous n'avez pas compacté à long terme, qu'est-ce qui se passerait dans vos joints? Bien, c'est que le sable va avoir migré vers le bas, vous allez avoir des vides, donc bien évidemment, vous allez avoir une défaillance du joint. Alors, encore une fois, c'est une chose qu'il faut bien faire attention. Absolument. Et puis, la prochaine image, justement, va nous montrer, comme vous pouvez voir à la gauche, là, ça, c'est un joint avant qu'il soit compacté, OK? Ou consolidé, comme vous voulez. Donc, on a une perte là, de 30... Bien, on a une perte ou un gain, là, comme vous voulez, de 30 à 50 qui nous manque de sable. Donc, votre joint va également être beaucoup plus faible de 30 à 50 là. Donc, assurez-vous, justement, de bien compacter le sable directement dans les joints. Ensuite, si on poursuit avec ceci, OK? Oui. Donc, on parle ici... La hauteur.
Donc, on a ici, justement, un joint de 2 pavés, là, avec un joint. Et puis, même si je passe mon doigt, là, je ne suis pas capable de toucher au sable. Pourquoi? Parce qu'on recommande justement que le sable soit minimum 1/8 de pouce plus bas que le chanfrein lui-même. OK? Vous allez avoir plusieurs clients qui vont vous dire: ouais, ben mon client me dit qu'il voulait avoir le sable égal à la surface du pavé. À ne pas faire. À ne pas faire. Pourquoi? Parce que, comme on l'a expliqué auparavant, lorsque le sable est mouillé, il va gonfler. Donc, c'est donc dire qu'il va être plus haut que le pavé. Plus haut que le pavé, ça veut dire que ce soit les pneus de taux, que ce soit vos chaussures, que ce soit du mobilier de jardin qui se déplace, eh bien, le joint va s'évider. OK? Ouais, ça va commencer à l'endommager, puis tôt ou tard, on va avoir un problème. On va avoir un problème. Puis le look que le client recherchait, Exact. vous l'avez plus, là. Oui, ça a l'air correct à l'installation, mais ce n'est pas ce qu'on veut. On a une autre petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui se passe avec un joint plein, bon, de façon exagérée, mais vous voyez, lorsque le sable dépasse du pavé, bien, comme Robert vient de le dire, on va avoir une usure prématurée du joint, puis c'est sûr qu'à court terme, on va avoir un problème. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ce genre d'installation. Ça va aller même jusqu'à la défaillance du joint, là. Ouais. Il va être affecté sur l'ensemble. Donc, encore une fois, si on regarde l'image qu'on va mettre à l'écran, là, Ouais. donc on voit ici, là, justement, où est-ce que le sable doit finir. C'est donc dire 1/8 plus bas que le chanfrein. OK? Ouais. Et puis, encore une fois, comme je disais tantôt, si c'est un pavé qui est lisse ou des pierres qui sont lisses, et puis assurément, là, ça va être 1/8 plus bas que le dessus du pavé ou de la pierre. Et puis, si vous avez des pierres qui ont des angles plus prononcés, encore une fois, c'est plus bas que la partie la plus basse. Exact, OK? bien important. Donc, ce forme d'entonnoir va permettre à l'eau de pénétrer profondément dans votre joint de sable et c'est ce qu'on veut. Donc, par contre, si le joint est en surface, bien, ce qui se passe, c'est que l'écoulement de l'eau provoque le fait que l'eau n'activera pas votre sable. Au sable. Puis c'est ce qui va vous créer un problème. Écoutez, vos clients payent des fortunes pour les nouveaux pavés. Donc, s'il vous plaît, ne remplissez pas vos joints, puis laissez la beauté du pavé là, qui a été choisi là, par le client. Quand tu dis ne remplissez pas vos joints, ne remplissez pas Trop! trop Vos joints. vos joints. Ouais. On veut qu'ils remplissent. Oh, oui, non, absolument. Sinon, ça ira pas bien. On ne vendrait Non. pas de sable. Ben, effectivement. Donc, encore une fois, finalement, pour obtenir un joint à l'aide d'un balai à crin souple, OK, ou d'un souffleur à feuilles, encore une fois, on vous recommande à 45 degrés, OK? Ouais. Et puis, dans le cas du souffleur, ben, vous baissez le throttle. Là, Il ne faut pas y aller trop fort. On y va à basse résolution. L'idée, c'est d'enlever le petit surplus qui traîne en surface. Soit sur la surface ou même dans les crevasses là, des pavés qui sont ondulés. Là. Exact. On veut s'assurer que le sable soit parti de là avant qu'on passe à l'étape suivante qui va être naturellement L'arrosage. l'arrosage. Oui. Donc, on a parlé tantôt un petit peu. Donc, si on revient il y a 5-7 ans, on avait 3 étapes, comme on a encore avec la génération 1. Pour ce qui est des G2, c'est un seul arrosage. Donc, à prendre en considération, par exemple, si vous faites, comme il y en a qui ont longtemps fait avec l'arrivée du G2, 3 arrosages, bien, on se ramasse avec une couche mince, puis une défaillance du produit à long terme ou à court terme, probablement plus. Alors, la technologie du G2 est faite pour résister à la pluie en dedans de 15 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre produit devient cohésif, gommant, très rapidement. Donc, on parle de 15 minutes en général, mais ça peut être pour des belles journées ensoleillées en l'espace de quelques minutes seulement. Donc, bien important de respecter les bonnes instructions. Effectivement. Et puis, encore une fois, dans notre fameux arrosage du G2, on parle justement du 30 pieds carrés pour 30 secondes, là, afin d'assurer une bonne pénétration de l'eau dans les joints, ou jusqu'à ce que l'eau commence à rejeter ou même glisse directement sur la surface des pavés. Là, et pour assurer, encore une fois, d'avoir une croûte qui va être de 1 pouce à 1,5 pouce d'épaisseur dans le joint. C'est qu'est-ce qu'on veut, là. C'est ce qu'on veut exactement.
Donc, on a une autre petite vidéo ici pour vous. Donc, ce qu'on veut, c'est que les joints soient plus bas, que l'eau s'accumule et pénètre dans vos joints. Donc, ce qu'on peut dire, c'est environ 30 pieds carrés, bien important avec les G2, puis vous donnez de l'eau jusqu'à saturation, donc jusqu'à ce que l'eau ne pénètre plus dedans vos joints. Comme vous allez voir dans quelques instants, on le voit là, il y a un film blanc qui va apparaître, ce qui est totalement normal. Donc, c'est un surfactant qui est mis dans le mélange qui permet à l'air emprisonné dans les grains de sable de sortir et faire place à l'eau. Donc, un élément important à retenir, toujours débuter votre arrosage, on ne le répétera jamais assez souvent, mais la partie la plus basse de votre installation, parce qu'on ne veut pas préactiver des sections. Non. Donc, sinon, il va être trop tard, même si on revient pour donner de l'eau. Bien, vous allez avoir une croûte mince, comme on a montré tantôt, puis ça va vous causer des problèmes. Donc, bien important de commencer. Puis bien important aussi de respecter, spécialement avec le G2, c'est 30 pieds carrés, donc de l'eau jusqu'à saturation. Puis pour la première génération qu'on a toujours sur le marché, vous pouvez y aller à 100 pieds carrés, mais vous faites l'arrosage en 3 étapes. L'arrosage en 3 étapes, c'est ça. Ouais. Par contre, à prendre en considération aussi, lorsqu'on a, encore une fois, comme nos pavés Hollande ici, là, qui représentent un joint d'un 8, ou même, il y a des pavés maintenant qui ont un quart, mais un quart de pouce de joint, mais seulement les espaceurs sont soit minces ou larges. OK? Ouais. Là, ça va changer la donne. Là, ce sera plus du 30 pour 30. Non, bien, c'est là que, justement, on s'assure de garder peut-être en tête de façon simple. Prenez avec du G2 ou le G1, là, ce que je viens de dire, les bonnes quantités, de la bonne grandeur, donc toujours les G2 à environ 30 pieds carrés, puis pour le G1, environ 100 pieds carrés, puis procéder à vos étapes d'installation. Effectivement. OK? Oui. Excusez-moi. Donc, on a établi des questions qui nous ont été posées de façon régulière, si tu veux, Ouais. Luc. Et puis, j'aimerais qu'on puisse répondre de façon aléatoire, là, les questions qui nous ont été posées. Les questions qu'on reçoit le plus souvent. Les plus souvent, oui. Ouais. Peut-on arroser une surface, peut-on trop arroser une surface de pavé? Ben oui, il est possible de trop arroser un sable polymère, mais par contre, je vous dirais que sur 10 projets, il y en a plutôt 9 qui vont être pas assez arrosés. Donc, c'est ceux qui ont été trop arrosés, bien évidemment, lorsqu'ils vont être secs, vont venir durs. Et le seul temps que vous allez trop arroser sera peut-être lorsqu'on sous le pavé, on a une dalle de béton ou qu'on a un lit de pose en poussière de pierre. Bon, ça retient l'eau. Si vous êtes chanceux et vous avez fait ces étapes-là dans des belles journées, ça va finir par sécher puis ça va bien performer. Alors que si vous auriez utilisé un lit de sable ou un lit de pierre nette, dans ce moment-là, c'est pratiquement impossible de trop arroser les sables polymères. Effectivement. Quel est le sable à utiliser avec des joints serrés? Ben, en fait, n'importe quel de nos sables. Comme vous l'avez vu au début, on a une granulométrie qui est parfaite, donc des petits grains de sable. Donc, n'importe quel type de nos sables peuvent être utilisés. La différence pour les joints minces, c'est que vous risquez d'avoir à passer la plaque ou le rouleau compacteur 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois peut-être. Un petit test facile, c'est de prendre un couteau que vous avez la plupart du temps sur vos chantiers. Donc, où est-ce que la partie coupante, mais le haut de la lame est un peu plus large. Donc, faites le test, je vous invite à le faire. Balayez simplement dans votre joint. Prenez le dos du couteau. Vous allez voir le couteau rentre dedans. 2, 3 compactions, puis vous allez commencer à sentir une résistance. Donc, pratiquement, là, ça va vous dire, OK, il n'est pas assez. S'il rentre, c'est parce qu'il faut le refaire encore. Donc, il faut faire attention avec les joints minces, mais aussi les joints larges. Donc, ça peut nécessiter plusieurs passes au niveau de votre plaque à compaction ou votre rouleau. Peut-on utiliser du sable fin comme lit de pose? Bien, selon les normes de l'industrie, comme encore une fois, on l'a dit au début, normalement, la CPI recommande un sable C33, donc un sable à maçonnerie plus ou moins grossier, ce qui offre une stabilité et aussi une perméabilité. Exact. Donc,
pour un sable fin, donc le sable qu'on met dans les petits carrés de sable d'enfants, c'est vraiment pas un produit qui est bon à Non. utiliser. Ça n'a pas de structure. Puis, au niveau de la perméabilité, disons que c'est Ça va assez lent. retenir l'eau. Il va Ouais. retenir l'eau. Il va toujours rester humide, là. Donc, c'est pas Euh, bien bon à utiliser. Quelle sera la température minimale pour l'application du G2? Bien, pour ce qui est des G2 et de tous nos sables polymères, on vous dit que vous pouvez les installer aux alentours du point de congélation. Par contre, prendre en considération que si vous avez une installation à zéro, assurez-vous d'avoir quelques heures après là, que les températures vont être au-dessus du point de congélation. Donc, pour au moins que le début de l'activation se fasse, bon, fin de saison, début de saison, les fenêtres se rapetissent pour les raisons qu'on a parlé tantôt. Donc, disons peut-être entre 10 et 2, vous avez la fenêtre pour faire votre sable polymère. Pas trop de bonne heure, s'assurer que tout est sec. Et pas trop tard pour s'assurer qu'il commence à sécher. Donc, même si dans la nuit, vous avez des températures qui vont descendre en dessous de zéro, il n'y a pas de problème. Ça va juste prendre un peu plus de temps au sable à sécher. Les meilleures façons de minimiser les voiles blanchâtres. Bon, on va se dire les vraies choses. Là. Il y a 10-15 ans, le mot voile blanchâtre était très commun sur les lèvres de vous tous. Aujourd'hui, avec les G2, c'est chose du passé. Et même la même chose avec la première génération de sable qu'on a toujours sur le marché, soit, exemple, le sable Super Sand ou le FlexLock régulier. Pourquoi? Parce que les polymères ont changé, la technologie a évolué. Donc, le mot voile blanchâtre est pratiquement plus sur nos lèvres. Il n'y a pas de raison que ça arrive. Toutefois, c'est recommandé peut-être, comme décrit dans nos instructions, si vous avez des pavés texturés, lorsque vous avez tout fini votre installation, peut-être venir enlever l'eau qui pourrait stagner, mais la probabilité est très faible. Elle est très faible. Mais avec le souffleur à feuilles, là, tu résumes la situation. Là. Ouais. Tu évites toutes les crevasses. C'est à peu près la seule place qui pourrait avoir un petit quelque chose, mais s'il y a une petite blancheur de rien, c'est plutôt juste une réaction. Les premières pluies, ça va disparaître. Ça va disparaître. Que serait la pente maximale pour un sable polymère? Bon, bien, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas vraiment de pente maximale. C'est plutôt tant aussi longtemps que vous êtes capable de monter la côte. Ben, c'est un peu comme à Montréal. Oui, exact. Les driveways qui sont en pente. Oui, ou ceux qui ont des garages dans le sous-sol. La pente est très abrupte parce que le chemin est proche. Peut-être une chose à faire attention, c'est juste de peut-être prendre des plus petites sections à ce moment-là, puis d'arroser un petit peu plus doucement pour pas que le sable se déplace lors de l'activation. C'est comme le G2, on vous dit qu'il faut le saturer, donc il faut peut-être juste y aller un petit peu plus doucement à ce niveau-là pour être sûr qu'on n'ait pas de mouvement de votre sable et aussi qu'on ne fasse pas un dégât là, partout. Partout, oui. Quelle est la meilleure méthode pour retirer le sable polymère qui serait sur les pavés? Oui, ça arrive quand même comme question quelques fois dans l'année. Si c'est une petite quantité, vous pouvez utiliser de l'eau chaude puis une petite brosse puis de l'enlever directement suite à votre installation. Par contre, si pour X raison vous en avez eu plus, moi je vous dirais plutôt d'attendre quelques jours que le produit sèche, puis revenez ensuite l'enlever avec de l'eau chaude, une brosse, et puis ça va partir, mais au moins vous n'abîmerez pas vos joints. Effectivement, effectivement. Dernière petite question ici. Quels sont les avantages d'utiliser le sable nitro versus le sable G2? Bon, bien, on parle ici de deux produits complètement différents. Donc, le nitro, on va vous le rappeler, c'est un produit à base de résine. Donc, c'est de la résine mélangée avec du sable calibré versus les sables polymères, là, comme on vient juste de parler. Donc, le nitro, c'est un produit qui s'installe avec de l'eau, alors que les sables polymères s'installent sur une surface sèche. Le nitro, c'est un produit qui est perméable versus un sable polymère qui est imperméable. Le nitro durcit de haut en bas du joint. Et comme on l'a montré tantôt pour les sables polymères, 1 pouce et demi, puis c'est un produit flexible. Largeur des joints. Donc, pour le nitro, on parle de 3,16 puisqu'on a un matériel qui est gommant. Donc, on ne peut pas aller dans des
plus petits joints que ça. Par contre, on peut aller jusqu'à 2 pouces, donc 2 5 pouces. cm. Pour le sable polymère, pas de problème, de 1/8 de pouce à 4 pouces. Lorsqu'on Pour ce qui est parle- du 4 pouces, il faut prendre le sable haute performance, donc soit le Gatormax G2 ou le FlexLock Ultra G2. Un autre point important, pas de compaction à faire lorsque vous installez du nitro. Par contre, il faut la faire avant l'installation de ce produit-là. Pour ce qui est des sables polymères, bien évidemment, c'est pendant l'installation. Le nitro, c'est le produit qu'on vous recommande si jamais vous installez de la tuile de porcelaine extérieure avec notre système GatorTile, donc avec les 7 composantes que vous pouvez voir sur notre site Internet. Et la question Qui tue? qui tue. Donc, bien évidemment, le nitro est un peu plus dispendieux là, que le sable polymère. Donc, c'est différent, totalement 2 produits différents pour différentes applications et différents résultats. C'est ça. Donc, si vous avez plus de questions ou commentaires, vous pourrez communiquer directement avec soit Luc ou Jonathan. OK? Ouais. Sur ce, personnellement, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne saison 2024. Donc, sur ce, on vous remercie d'avoir été là au nom d'Alliance. Moi et Robert, on vous dit merci et à demain.